Dans quelques heures, nous serons à Kutivirini, une bourgade tranquille de quelques petits villages d'au plus 2000 habitants dans la région, qui au cours des années 80-90 se trouve en plein cœur de la tourmente. Plusieurs de ses habitants sont tués ou torturés, ce qui entraîne un exode vers l'intérieur des terres. Lors de la résolution du conflit, c'est le retour à la maison. Une maison qui doit alors défendre contre les intérêts divers, la construction d'un barrage, l'exploitation forestière abusive, les pétrolières, les narcotrafiquants. Ils doivent alors protéger leurs forêts. Et pourtant, c'est un petit village tranquille que nous allons découvrir ensemble. Le mot Ashaninka signifie le peuple. Ils sont considérés comme le groupe ethnique le plus important d'Amazonie. Le recensement de 2007 estimait la population totale à 85 000 habitants. La majeure partie de la population vit du côté péruvien, l'autre partie du côté brésilien. Lors du conflit avec Sentier Lumineux, un groupe armé maoïste dans les années 80, plus de 6 000 d'entre eux ont été tués, 5 000 ont été réduits à l'esclavage et plus de 10 000 ont été déplacés aussi loin que dans la région d'Acre, au Brésil. Du côté péruvien, ils sont regroupés principalement le long des rivières Ene et Tambo. Dans la région, on les appelle Rio Ene et Rio Tambo. Pour parvenir au Rio Ene, il faut emprunter une route sinueuse, la Carretera Central, et franchir la cordillère des Andes en passant par un col de plus de 4700 mètres, puis redescendre de l'autre côté des montagnes jusqu'à la ville de Satipo. Une ville active, principalement occupée par des immigrants et descendants quechua venus des montagnes. C'est le centre administratif de la région et le royaume des mototaxis. Nous en profitons pour rencontrer le père Gagnon, connu ici sous le nom de Padre Gagnon, un Américain de descendance québécoise ayant vécu parmi les Ashaninka des années 60 aux années 80. Je devais aller à Capiche, près de la frontière brésilienne. J'y étais, je pense, jusqu'en 1967, et je suis ensuite parti pour Kutivirini. La mission de Kutivirini existait déjà. Un des frères avait commencé avec une petite mission très rudimentaire, mais la mission était déjà bien établie. Je pense que j'ai probablement plus appris des autochtones qu'ils n'ont appris de moi. Quand je suis arrivé à la mission de Kutivirini, mon idée était de former une section pour ceux qui choisissaient de vivre en suivant la tradition s'ils le désiraient ou, différemment, sur une portion du territoire le long de la rivière principale, parce qu'on attendait des immigrants à cet endroit. On avait un plan avec le gouvernement. Ça n'a pas bien marché. Hors de la ville, la belle route asphaltée fait place à la piste jusqu'au port de Puerto Ocopa, car les transports en Amazonie se font souvent par voie fluviale. Notre destination, Kutivirini, aussi appelée tout simplement Kuti par ses habitants, est située dans l'Amazonie péruvienne, au bord du Rio Ene. Ce village est le centre d'une communauté administrative de plusieurs petites communautés, éparpillées souvent à quelques kilomètres. Pour y parvenir, il faut un jour de bateau à moteur. Nos amis Ashaninka, Jorge et Hernan nous accompagnent. En cours de route, on rencontre les convois des coupes blancs faites plus en amont. Les gens de Kutivirini ont décidé de protéger leurs forêts en étant subventionnés par Cool Earth, un organisme britannique de sauvegarde des forêts. Avant de parvenir au village, nous devons passer par 3 postes militaires bien localisés dans les hauteurs.
À chaque point de contrôle, nos identités sont vérifiées sous la mire des mitrailleuses bien camouflées. C'est que la région du Rio Ene est sous contrôle militaire. Nous sommes dans le Vraem, au cœur du trafic de la cocaïne et du conflit armé avec Santé Lumineux. Après de longues heures dans l'embarcation, nous voilà arrivés à la maison du chef de Cutiverini. Le chef de la communauté, César Bustamante, vit dans un long bâtiment situé à côté de l'école, sur le bord du Rio Ene. Le village, quant à lui, est situé plus à l'intérieur des terres. 2 pièces sont dédiées pour sa famille, le reste pour les affaires de la communauté. À l'extérieur, Anna Maria prépare le traditionnel repas de poisson que les Ashaninka appellent chupadora. Quant à César, il communique avec Maria, la femme chef de Pajonal. Pajonal est situé à 1 heure de marche de chez lui. La radio à ondes courtes est ce qui les relie au quotidien. Il parle un mélange d'espagnol et de la langue propre aux Ashaninka, une langue appartenant à la famille linguistique arawa. Le dialecte le plus répandu dans la région est le Chinangue. Les enfants ne parlent espagnol que lorsqu'ils vont à l'école. Auparavant, ils ne parlent que la langue ashaninka. On donne aux enfants un prénom provisoire jusqu'à l'âge de 7 ans où ils obtiennent leur nom définitif qui reflètera mieux leur caractère. Aujourd'hui, cette pratique est de moins en moins courante, les prénoms étant remplacés par des prénoms espagnols. Et ces enfants vont à l'école qui est située juste à côté de la maison du chef. Avant d'entrer en classe, les enfants se mettent en rangée pour le salut au drapeau péruvien et écouter la directrice qui leur donne les instructions de la journée. La langue officielle de l'éducation à Cutiverini est l'espagnol. En classe, ils apprennent à lire et à écrire en espagnol. Leur langue maternelle n'y est pas enseignée. Dans la cour d'école, les choses se passent en ashaninka et dans la classe, en espagnol. Les étudiants arrivent de plusieurs annexes. Ils marchent entre 2 heures et 2 heures et demie. Leur alimentation n'est pas adéquate. Elle entraîne un déficit d'attention. Leur malnutrition chronique nuit à leur formation. Nos étudiants ont des difficultés d'apprentissage. La directrice nous amène au champ éducatif de l'école. Les Ashaninka étaient, il n'y a pas si longtemps, principalement des chasseurs-cueilleurs, vivant de pêche, de chasse et de la culture du manioc. Depuis quelques années, ils font le passage vers une société agraire. Comme la plupart des peuples d'Amazonie, ils ne maîtrisent pas les techniques d'agriculture comme leurs voisins de la montagne et de la côte. La plupart des professeurs de l'école de Cutiverini sont des Quechua issus des montagnes. Leurs ancêtres avaient développé un savoir-faire agricole très développé. Nous cultivons des tomates. C'est ici que nous produisons les tomates que nous vendons le samedi. Les Ashaninkas n'ont pas coutume de consommer ces légumes. Au collège, nous leur apprenons progressivement à les cultiver. Nous devons les convaincre de les consommer et nous leur enseignons les valeurs nutritives de ces produits.
La courge, qui est semée ici, est un autre légume. S'ils consomment de la courge, ils la consomment grillée, comme ça, avec la peau. Ils la grillent et ils la mangent. En plus de ces cultures, nous avons aussi du cacao, du sésame. Notre objectif est que les étudiants prennent conscience des propriétés nutritives de ces produits et les consomment. Actuellement, ils les cultivent pour les vendre et non pour les manger. Ces terrains sont parfaits pour cultiver le sésame et les légumes. Les produits ici sont biologiques. Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser des fertilisants. Le champ Shaninka est en général petit, ce qui conserve l'équilibre écologique de la forêt. La première étape consiste à défricher à la machette, une opération qui, du reste, impose une limite à la grandeur cultivée. La forêt est dense et demande beaucoup de travail réparti sur plusieurs jours. Comme à plusieurs endroits en Amazonie, on pratique la culture sur brûlis. Chaque famille a son champ qu'il nomme chacra. Plusieurs y cultivent du sésame pendant quelques années pour ensuite y planter des arbres de cacao, ce qui renouvelle la forêt, mais cette fois-ci avec des espèces utiles aux habitants de la région. La famille de l'instituteur s'affaire dans leur nouveau chakra. Régulièrement, ils le changent de lieu pour renouveler le sol. On brûle ces arbres pour éliminer les branchailles et pour éliminer les insectes, les bestioles, pour qu'elles ne nuisent pas à nos semences. On ne le fait pas par plaisir, mais pour que la terre soit bien dégagée. Ainsi, notre récolte va pousser plus sainement. Et une fois qu'on a brûlé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est quoi la prochaine étape ensuite? Une fois dégagé, on peut semer ce qu'on veut, comme des produits saisonniers. Maintenant, on nettoie le terrain parce qu'on veut semer du sésame. L'avantage du sésame est qu'on n'a pas besoin que cela soit dégagé parfaitement pour semer. Nous semons de cette manière. Cela va nous fournir du sésame que l'on grillera pour qu'il ne pourrisse pas. Comme ça, on pourra le conserver ou le manger. Nous ramassons et brûlons les brindilles. Et nous utilisons les outils nécessaires pour faire des trous et semer les graines. Anna Maria nous fait emprunter le petit chemin menant à Pajonal. Comme c'est l'habitude chez les Ashaninka, elle cueille des fruits et des branches tout au long du trajet. À Kutiverini, la nature est généreuse et les trajets sont souvent ponctués d'arrêts gourmands pour goûter quelques fruits. Pajonal est une communauté située à 1 heure de marche de la maison du chef. Nous y rencontrons Maria, la femme chef de Pajonal. C'est la population de Pajonal.
Ici, ils vivent dans 8 maisons. Nous sommes 30 personnes. Là, ils sont dans leur champ. Ils sont dans leur chakra. Non, ils sont dans leur chakra. Ce sont principalement les femmes qui s'occupent des plantations. La femme chef, comme les autres femmes de sa communauté, va chaque jour travailler dans son champ, son chakra. Elle et son mari ont défriché et brûlé leur champ pour y cultiver du sésame. Quand c'est brûlé, c'est plus facile de semer le sésame. Et donc, pendant que l'époux travaille ailleurs, nous, on défriche pour le sésame. Parce que ça pousse mieux et parce qu'on aura plus de plants, de fruits. Et comme on dit, des brindilles, toujours des brindilles. Nous désherbons ce qu'on voit sur le sol. Après 3 mois, c'est à maturité. On le fait sécher. Ensuite, il est battu, puis on le tamise. Et tout est mis dans un sac. Ça demande de 7 à 8 sacs quand c'est fini. Ça nous fait 8 sacs de sésame que nous vendons aux commerçants qui viennent ici. Je vais maintenant défricher en faisant attention de ne pas me blesser parce que les branches ont des épines. La première chose que j'ai apprise me vient d'une tortue. Le père d'un de ceux que les terroristes ont tués, Roy, m'apporta une tortue. Je lui ai demandé alors « Combien je te dois ?» Il m'a regardé et m'a dit « Tu ne me dois rien. Pourquoi ?» La tortue ne m'appartient pas, je l'ai trouvée. Vous voyez, cette attitude que les autochtones ont, ce que la jungle produit appartient à tout le monde. Quand ils vont à la pêche, le poisson, ce n'est pas leur poisson. Le poisson ne leur appartient pas, il est à tout le monde. C'est pourquoi, quand on dit qu'ils sont si généreux, qu'ils partagent avec tout le monde, ce n'est pas de la générosité, c'est une conviction, ce n'est pas à moi. Maintenant, s'ils ont une machette, une lampe torche ou autre chose qu'ils achètent, ça c'est à eux. Ils ne peuvent pas comprendre les motivations qui poussent certaines compagnies, que ce soit les pétrolières ou les forestières. Pourquoi ces gens-là prennent tout ça si ce n'est pas à eux? Ça appartient à tout le monde. Durant les dernières années, les habitants du Rio Ineo mené une lutte acharnée contre un projet de barrage qui aurait inondé leurs terres et les aurait repoussés plus loin dans la forêt. Ils ont eu finalement gain de cause et le projet n'aura pas lieu. Mais l'exploitation forestière abusive reste toujours une menace. Une menace pour cette forêt nourricière des Ashaninka qui est objet de convoitise. Alors que les habitants de Kutiverini ont choisi de la préserver, d'autres, principalement des gens venus des montagnes, ont choisi de l'exploiter. Ce qui, bien sûr, a des conséquences sur la faune et la flore. Dans certains endroits, il n'est même plus possible d'y chasser comme avant. Shabuka, la fille du chef, croit qu'abattre des arbres au-delà des besoins déplaît à l'esprit de la forêt. Elle ne prend que le nécessaire, mais pas plus. Le champ de la famille est souvent à une demi-heure ou 1 heure de marche de leur maison. Le manioc, qu'ils appellent yucca, fait partie de chaque repas chez les Ashaninka. Il est à la base de leur alimentation.
Cette femme obtient du manioc. Premièrement, en coupant le tronc du manioc. Maintenant, elle creuse pour extraire la racine du manioc. Et quand elle a pris toutes les racines de manioc, elle les met dans son panier. La culture du manioc, c'est juste de replanter un tronc. Et si quelqu'un a un champ, il peut en semer d'autres. Ça sert aussi bien de tronc que de semence pour faire pousser le manioc. J'ai apporté des cochons à Cuti-Virini et ils se sont très bien adaptés. Je leur ai dit alors, pourquoi ne pas élever quelques cochons et quelques poulets? Non, nous ne voulons pas de cochons. Si j'ai des cochons, je devrais planter du maïs. En effet, je me suis dit, s'ils ont des cochons, ils vont devoir planter du maïs. Ils devront récolter le maïs. Ils devront parquer les cochons, car s'ils sont en liberté, ils vont saccager le reste du chakra. Combien de cochons une famille peut manger en une année? 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai qu'à aller dans la jungle, Alpahina, Huangana. Je peux en tuer plus de 5 par an. Alors que l'entretien du champ est l'affaire des femmes, la chasse est réservée aux hommes. En hiver, la forêt nourrit une foule de petits oiseaux qui finissent par aboutir aux assiettes. Mais pour le plus gros gibier, il faut aller plus loin, jusqu'à une journée ou deux de marche. Auparavant, alors que les communautés étaient plus petites et dispersées, les animaux sauvages étaient proches des maisons. Parfois, lorsque la chasse a été bonne, un fourmilier devient alors un mets de choix. Ça, c'est l'achiote, c'est un maquillage. C'est sa coutume. Les ancêtres se maquillaient eux aussi. C'est pour ça aussi qu'elle porte les habits traditionnels et qu'elle est maquillée avec l'achiote. Quand elle a semé, cuisiné, tout préparé, et quand les tâches sont terminées, elle prépare l'achiote et se maquille avec. Depuis le conflit avec Sentier Lumineux, la majorité des hommes sont habillés à l'occidental. Mais les femmes portent encore l'habit traditionnel que les Ashaninka appellent kushma. Les petites communautés se réunissent régulièrement. Les Ashaninka appellent ses proches et voisins Noshaninka. Bien entendu, ces rencontres sont arrosées abondamment d'une boisson fermentée aussi nommée masato. Comment on fait la masato? Cette femme est allée chercher du manioc et elle la porte jusqu'à sa maison. Elle l'a pelé, puis elle l'a coupé. Ensuite, elle a ajouté de l'eau
Elle l'a mis sur le feu. Et l'a fait bouillir. Les femmes Ashaninka mâchent des betteraves douces pour les attendrir et les mélanger avec de la salive. Ensuite, ils ajoutent et mélangent la pâte ainsi produite avec le manioc. Si on veut en produire beaucoup, il faut un plus grand récipient. Nous nous trouvons au poste de santé de Kutiverini. Comme on peut le voir, le poste est situé à 30 minutes du port. Donc pour venir ici, on doit marcher 30 minutes. Nous avons une population de 2476 habitants avec une nette majorité de femmes. Plus de la moitié des habitants sont des femmes. Il existe un problème que nous appelons problème aveugle parce que la population ne le perçoit pas encore. C'est la dénutrition chronique. La dénutrition chronique chez les enfants s'élève à plus de 62% chez les enfants de 4 ans. On a beaucoup trop d'enfants mal nourris. C'est un problème contre lequel nous luttons. Une autre difficulté que nous rencontrons, c'est la langue. Nous sommes majoritairement andins, et quand viennent nos frères Ashaninkas, on cherche comment communiquer. Mais petit à petit, à force de se côtoyer, ils apprennent de nous, et nous d'eux. L'équipe formée cette année, ici au poste de santé, a la caractéristique de soigner les frères Ashaninkas tout en respectant leur culture, en respectant leur mode de vie. Nous ne faisons pas de pression pour un changement de comportement. Comme eux nous respectent, je crois que nous avons une bonne entente. Un peu plus tôt dans la journée, le fils d'Anna Maria s'est blessé à la main. Elle a cueilli des plantes médicinales dont la connaissance lui a été transmise par sa mère. Malgré la présence du poste de santé et de la médecine moderne, la plupart des Ashaninka ont recours aux remèdes traditionnels à base de plantes. Comme beaucoup d'Ashaninka ne parlent pas espagnol, en plus de la barrière de la langue, il y a la culture et les croyances, ce qui les amène à consulter ceux qui possèdent la connaissance ancestrale du pouvoir des plantes. Cette plante s'utilise par vaporisation. On recueille ces herbes et on met ces petites feuilles dans un chaudron pour en faire de la vapeur quand on est malade. Et après, quand on a terminé, ce qui nous a rendus malades sort de nous. Ces herbes servent aussi pour nos parasites. On la fait bouillir jusqu'à ce qu'il reste une eau jaune. Après, on la retire du chaudron et on la laisse refroidir. Ensuite, nous la buvons le matin, le midi et le soir. Cette plante est bonne pour nos parasites. Elle s'appelle Pega Pega. On est samedi matin et c'est jour de marché à Kutiverini. Les gens sont venus des villages avoisinants et même parfois de très loin, dont certains villages jusqu'à 2 jours de marche d'ici. Ils sont venus vendre le produit de leur récolte, principalement du cacao, du café,
qu'ils ont vendus ici à côté, dans des gros sacs très lourds. Imaginez, pendant 2 jours de temps, traîner des sacs très lourds de café ou de cacao pour venir vendre leurs marchandises et acheter, évidemment, avec les produits de leur récolte, les biens qu'ils n'ont pas la capacité de produire chez eux. Donc, comme on le voit ici, étalé devant nous, c'est le marché des gens qui sont venus de Satipo en bateau, à peu près une journée de bateau d'ici, pour venir apporter la marchandise. Pour beaucoup d'Ashaninka, le marché est le point de rencontre avec le reste du monde, plus particulièrement avec les Quechua des montagnes venant d'Ayacucho ou de Satipo. Ces derniers sont considérés comme des colons par les habitants des lieux. Les colonos, comme on les appelle au Pérou, sont devenus une source de revenus pour les Ashaninka. Un maigre revenu qui leur permet d'acheter des biens, souvent vendus par ceux qui leur ont acheté leur cacao. Le cacao est vendu au poids que les marchands mesurent à l'aide d'un peson, une balance manuelle assez rudimentaire. Ces balances ont la particularité d'avoir leur ressort qui s'allonge avec le temps, ce qui a pour effet, à l'avantage du marchand, de mesurer les sacs de cacao avec un poids qui est nettement inférieur au poids réel. Est-ce que vous pourriez nous dire combien peut coûter 1 kilo de cacao? 6 sols le kilo. Et qu'est-ce que vous faites avec tout ce cacao après que les gens l'ont vendu ici? On le transporte par la route pour qu'il soit transformé par des manufacturiers dans le département d'Ayacucho. Là-bas, il va finalement devenir du chocolat. Sitôt gagné, sitôt dépensé. Pour beaucoup, le produit de leur vente sera dépensé sur place. Pour certains, ils épargneront pour le transport par bateau, qui est très cher compte tenu de leurs moyens. Mais pour la plupart, les communautés des alentours et le petit marché de Cutiverini restera leur plus lointaine destination. Le petit marché est pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer le bateau qui les emmènerait au grand marché, situé à 1 heure de la maison du chef, sur un grand banc de sable, le long du Rio Ine. Là, ils auraient un meilleur prix pour le produit de leur récolte. C'est qu'ici, le bateau qu'on appelle peke peke, c'est le taxi. Et le taxi, c'est très cher pour les moyens de la plupart des Ashaninka. Au grand marché, les marchands viennent d'Ayacucho en camion. Une route de terre rudimentaire leur permet de se rendre jusque-là et on y trouve beaucoup plus de choses qu'à Cutiverini. La concurrence y est plus forte et les prix sont bien meilleurs. Malgré tout, oignons et pommes de terre sont des biens de luxe réservés aux familles fortunées. D'habitude, les gens des villages avoisinants vendent leur récolte de cacao à Coolert et Ecotribal. Ces derniers leur offrent un meilleur prix que celui offert par les acheteurs locaux venus de Satipo ou d'Ayacucho. Mais parfois, un besoin urgent d'argent force les Ashaninka à vendre immédiatement à moindre prix. Rocher doit vendre une partie de sa récolte pour payer l'essence de son embarcation et entamer un voyage d'une journée pour rejoindre le chaman situé sur la rivière Tambo. Car la femme de Rocher est gravement malade. 1 mois plus tard, j'apprends que la femme de Rocher est morte. Maria, qui élève déjà une petite fille qu'elle a recueillie lorsque sa mère est morte, recueillera en plus les enfants de Rocher. Maria, c'est plus que la femme chef. C'est aussi la maman qui recueille les orphelins du village. En plus de son champ de sésame, Maria cultive aussi le cacao. Quelques cabosses sont mûres à point et ne demandent qu'à être récoltées. La récolte est souvent une affaire de famille où enfants et adultes y participent.
Au naturel, l'enveloppe blanche sucrée des graines de cacao va servir plus tard à les fermenter. Ces boîtes servent pour la fermentation du cacao, pour faire fermenter ce qui a été récolté. Quand c'est fini, on apporte le cacao ici. Nous le déversons par là. Pendant 3 jours, il est brassé. Et ceci, ça sert à brasser. Quand ça fait 4 ou 5 jours, je le verse par là et on l'emporte là-bas pour le laisser au soleil. On le laisse empiler pour 6 jours, puis on l'étale pour bien tout séparer pour qu'il puisse profiter de beaucoup de soleil. En plus de la culture du cacao et du sésame, l'artisanat est une autre source de revenus pour les femmes Ashaninka. Les colliers qu'elles fabriquent sont vendus pour quelques sous au marché, mais revendus beaucoup plus cher aux touristes à Satipo. Le long du rio Aîné, le coton pousse à l'état naturel. Jadis, et encore aujourd'hui dans certains villages, il sert de matière première au couchema. Les robes traditionnelles portées encore beaucoup par les femmes, mais rarement par les hommes. Réalisez-vous ce que cela signifie. Les Ashaninkas n'ont jamais vécu dans une ville. Ça leur est complètement étranger. Ils ont une maison par-ci, une autre 1 kilomètre ou 2 par là. Pas de problème. Pas de problème de salle de bain pour la famille. Pas de problème de relation. Quelquefois, un gars veut coucher avec la femme d'un autre, ils se rencontrent et pas de problème grave. Ils ne vivent pas ensemble. La nourriture n'est pas un problème, parce que chacun a un grand territoire. La rivière n'est pas un problème non plus. Ils vont faire une grande pêche tous ensemble. Ils vont pêcher en communauté. Mais quand vous créez une ville, alors là, vous avez un problème. Quelle est la première chose qu'ils veulent faire? Non, on veut faire une ville pour les mettre tous ensemble. C'est une culture complètement différente de la nôtre. Bien que plusieurs Ashaninka vivent encore éparpillés dans la forêt, depuis le conflit armé avec Sentier Lumineux, de plus en plus se regroupent en petits villages de quelques dizaines d'âmes pour mieux se protéger, partager des ressources et s'entraider. Les maisons sans murs, nommées par les Ashaninka Pankodze, sont bien adaptées à la chaleur de l'Amazonie. Les gens du village collaborent ensemble pour construire de nouveaux bâtiments. Ils n'utilisent que les matériaux disponibles dans la nature, pas de clous, mais plutôt des cordes faites à partir des feuilles de palmier. Les cartes indiquent qu'à cet endroit, il y a une piste d'atterrissage. Les habitants de Kutiverini nous apprennent que l'armée a bombardé la piste pour empêcher les trafiquants de drogue de s'y poser. La piste n'est plus praticable. Seul reste un étroit chemin que nous empruntons pour aller à la pêche. Une fois par mois, les gens de Kutiverini viennent ici, au rio Mamiri, pour venir y faire la pêche à la waga. La waga, c'est tout simplement une feuille que l'on récolte une fois par mois. Donc, une fois par mois, les gens viennent ici faire la pêche à la waga. Auparavant, évidemment, ils auront préparé une espèce d'anesthésiant pour le poisson. C'est pas vraiment un poison, mais plutôt un anesthésiant. Alors, ça consiste avec de la feuille de waga, ensuite de la feuille de tabac, de la cendre et du piment. Le tout
est mélangé dans un mortier qu'on a créé dans le sol. Et avec un pilon, on va donc se créer un mortier où on va pouvoir créer ce mélange qui va nous créer une pâte noire, épaisse, où le tout sera mélangé. Pour les transporter, ensuite, on va faire des boules qu'on va mettre dans le panier. On amène ça ici. Et ces boules, on va les placer en dessous des rochers. On doit créer ici, à côté de moi, un barrage. Un barrage que l'on aura créé avec tout simplement des feuilles. Alors que la pêche à la Kobe est une pêche, je dirais, d'une communauté beaucoup plus étendue. Plusieurs petits villages vont pêcher ensemble. C'est le même principe. Le Kobe est une racine qui va nous créer un liquide blanchâtre qu'on va déverser aussi dans la rivière, un peu comme on a fait. Mais ce n'est pas des boules, c'est un liquide qu'on va déverser en amont, va endormir un paquet de poissons tout le long. Et les femmes et les enfants vont attendre en aval, dans un endroit où l'eau est beaucoup plus calme, beaucoup plus stagnante, c'est-à-dire en bas des rapides, avec des filets. Et là, c'est la pêche miraculeuse. Comme le disait Padre Gagnon, les Ashaninkas considèrent que les produits de la forêt sont à tout le monde. Et donc, le produit de la pêche se partage aisément. Alors que je finissais par croire que ces gens vivent un long fleuve tranquille, un beau matin, nous avons la visite des militaires, armes au poing, prêts à faire feu. Ils cherchent des collaborateurs des trafiquants de drogue. Plus au sud, on y cultive la coca et malheureusement, elle est souvent transformée localement en cocaïne. Du reste, les survivants de Sentiers Lumineux se sont convertis en trafiquants et collaborent avec le cartel de la drogue. En amont du Rio Aîné, sur les berges de la rivière, des pistes d'atterrissage de fortune servent au transport vers les réseaux de distribution. Pour défendre leur territoire et protéger leurs gens, les gens de Kutiverini ont créé une milice armée, dont ses membres font régulièrement des rondes pour assurer la sécurité. Roger, le chef de la milice, lors du conflit avec Sentiers Lumineux, a été un enfant soldat. Je suis natif de Kutiverini et j'ai participé à la violence politique de Sentiers Lumineux. Quant à ma famille, elle a disparu. Tous morts. Je suis parti dans la montagne quand j'avais 8 ans pour aller à Andahuaylas. Les Senderos m'ont forcé à aller avec eux. Et mon père, ma mère et mes frères ont été emmenés en face, là, pour aller à Yuyato. Ils m'ont emmené dans les montagnes. J'ai abandonné ma mère et je ne l'ai plus revue. Ils l'ont tuée. Le grand problème ici, c'est le narcotrafic et le narcoterrorisme. Malgré tout, on continue de lutter. À l'époque, en 1994-1995, la communauté de Kutiverini a pris les armes, avec uniquement des arcs et des flèches. Grâce au gouvernement péruvien, tout s'est calmé un peu. Mais le narcoterrorisme continue.
avec la délinquance et en plus la drogue. Cela se passe en ce moment. Mais on continue de lutter pour la sécurité. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. L'État péruvien nous a donné des armes. Et en ce moment, on travaille avec l'armée. Ainsi, grâce au gouvernement qui nous a fourni des armes, on va défendre notre terre. Les miliciens armés à Chaninka sont discrètement présents parmi la population, bien décidés à défendre leur coin de terre. Que estoy orgullosa de mi cultura. Quiero decirles que estoy feliz en mi selva, en bosques y ríos. Nadie más diestro conocí. Haciendo zarato, koshma, nenketsi kima bakorenchi. Haciendo masato, chopispa, asando yoka, ahumando carne, una casita de jiribati, o un río, o un bosque, con fauna y flora variada, y un cielo encantador, son la fuente de mi felicidad. Yo no tengo riqueza del mundo, solo un corazón noble y sincero, y un alma enamorada de la libertad. La naturaleza y las esperanzas de ver mi patria libre y próspera. Alors que le soleil se couche sur le Rio Iné, je me demande combien de temps cette culture survivra-t-elle. Pourront-ils résister aux féroces appétits de notre civilisation? Enfin, ce soir encore, les gens de Kutivirini s'endormiront l'esprit tranquille.